Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f qui vaut x au carré moins 6x plus 4 ln de x. On nous dit que f est définie et deux fois dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Ça veut dire qu'on peut calculer en fait deux fois la dérivée, donc f' et f seconde, sûrement parce qu'on en aura besoin par la suite. Dans la première question, on va devoir déterminer la limite de f en 0. Autrement dit, la limite de f en 0, alors c'est pas un 0, 0, c'est 0 positif parce que on est défini et dérivable, enfin on n'existe que sur 0 plus. En 0, on n'existe pas, on ne le prend pas. Donc on va être en 0 positif, donc 0,0001 des miettes, mais en positif. Mais quand on fait la limite en 0, globalement, on remplace x par 0, et on voit quand ça pose problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la limite de chaque morceau. Donc on va avoir la limite de x au carré en 0. Bah, si je remplace x par 0, 0 au carré, ça fait 0. On va avoir la limite de moins 6x en 0. Si je remplace x par 0, moins 6 fois 0, ça fait 0. Et on va avoir la limite de ln de x en 0. ln de x, il faut le connaître, en 0, sa limite c'est moins l'infini. La fonction logarithme, elle ressemble à ça. Donc quand x vaut 0, ici on est tout en bas, donc on est à moins l'infini. Donc le ln, il fera moins l'infini, fois 4, ça fait moins 4 fois infini, donc ça fait moins infini. Et donc, une fois qu'on a calculé la limite de tous les morceaux, on les remet ensemble, selon l'organisation qu'ils avaient au départ. Au départ, tout était ajouté, x au carré, plus moins 6x, plus 4 ln de x. Donc en fait, on peut dire que par somme de limites, la limite de f de x en 0, c'est égal à moins infini, puisqu'on a 0 plus moins l'infini, ça fait moins infini. Et on doit aussi interpréter ce résultat graphiquement. Graphiquement, on vient de trouver que lorsqu'on est à 0, notre fonction est tout en bas, elle est ici. Ce qui veut dire qu'on a une asymptote verticale en fait. Une asymptote, c'est une droite que la fonction longe. Donc on a une asymptote verticale, parce que quand elle part tout en bas, forcément elle va monter. Alors on ne sait pas trop comment, mais elle va remonter. Ça veut dire donc asymptote verticale, et on donne d'équation, on donne toujours son équation. Ici c'est x égale 0. Deux choses à savoir, lorsqu'on fait une limite, si on fait une limite sur un point fini, donc 0, et qu'on trouve une limite infinie, quand on a un mélange des deux, on a une asymptote. Quand on est sur un point fini, comme ça, c'est une asymptote verticale d'équation x égale ce point. Quand on fait une limite à l'infini, donc plus ou moins l'infini, et qu'on trouve une limite finie, donc là on a de l'infini, là on a un truc qui finit, on a aussi un mélange des deux, donc on a une asymptote. Par contre, on aura une asymptote horizontale. Quand on fait la limite à l'infini, c'est une asymptote horizontale d'équation y égale la limite qu'on a trouvée. Ici on est sur un point fini, donc c'est une asymptote verticale d'équation x égale 0. Ensuite, on nous demande la limite de f à plus infini. On va faire exactement la même chose, on va prendre tous les morceaux et on va faire la limite séparément. X au carré. Si x vaut l'infini, x au carré, ça fait plus infini. Moins 6x. Si x vaut l'infini, moins 6x, ça fait moins 6 fois infini, ça fait moins infini. Là on a ce qu'on appelle une forme indéterminée, parce qu'en fait, on ajoute un plus infini avec un moins l'infini. Ça, c'est impossible, on ne sait pas ce que ça donne. Lorsqu'on a une forme indéterminée comme ça, un truc qui marche très bien, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que notre f de x, on va le réécrire en factorisant, donc là où ça posait problème. Donc x au carré, facteur de 1, moins 6 sur x. Et à côté, on garde le 4ln, qui a priori, lui, posera pas forcément de problème. On va regarder, parce qu'en fait, là, on a un truc intéressant, c'est que la limite de 6 sur x, à l'infini, ça vaut 0. On est à plus l'infini, 6 divisé par l'infini, un nombre sur de l'infini, ça fait 0. Donc elle va disparaître. Ce qui veut dire que la limite de f de x, ça va être la limite de... Là, il nous reste x au carré fois 1, donc x au carré, plus 4, ln de x. X au carré à plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ln de x à plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc là, on a infini plus infini, ce qui donne plus l'infini. Donc pensez-y bien, quand vous avez une forme indéterminée, comme ça avec des puissances notamment, factorisez par la plus grosse puissance, et généralement ça fait disparaître toutes les plus petites puissances. Lorsqu'on a l'infini, c'est la plus grosse puissance qui va décider en fait. Les plus petites, elles n'auront pas leur mot à dire, donc elles vont disparaître. Mais il faut quand même l'expliquer en factorisant comme ça, par la plus grosse puissance. Dans la deuxième question, on va devoir calculer la dérivée, donc f' de x. Ici, tous les morceaux s'ajoutent, donc on va dériver morceau par morceau. La dérivée de x au carré, ça fait 2x. La dérivée de moins 6x, ça fait moins 6. Après, on a le 4 qui est une constante multiplicative, donc on peut la laisser devant 4 fois. Et la dérivée de ln de x, c'est la connaître, c'est 1 sur x. On va l'arranger un tout petit peu, ça nous fait donc 2x moins 6 plus 4 sur x. Surtout, jamais vous conservez des choses qui s'ajoutent comme ça les uns après les autres, parce que vous ne pouvez pas étudier le signe, sauf si c'est un second degré. Mais globalement, il faut pas.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde au même dénominateur pour pouvoir rassembler tout le monde sur une même fraction. Donc là, ce qu'on va avoir, on va mettre tout le monde sur x. Donc le 2x, on va le multiplier par x, il va devenir 2x au carré. Le moins 6, on va le multiplier par x, il devient moins 6x, et le plus 4 était déjà sur x. Le tout divisé par x. Là, on a une fraction. Alors en haut, on a des choses qui s'ajoutent, mais comme c'est un second degré, on a une technique avec le delta pour étudier son signe. Donc là, c'est pas problématique. Et donc, on va pouvoir étudier le signe de f'. Le signe de f', donc pour étudier le signe d'une fraction, on étudie le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Alors, pour 2x au carré moins 6x plus 4. Là, on a un second degré, donc on va faire notre delta. Delta, c'est b au carré, donc moins 6 au carré, moins 4 fois a qui vaut 2, et c qui vaut 4. Ce qui nous fait donc 36. 4 fois 2, ça fait 8, fois 4, ça fait 32, avec le moins, ça fait moins 32. Donc on a 4 au final. On a un delta qui est positif puisqu'il vaut 4, donc on va avoir 2 racines. x1, c'est moins b, donc moins 6, ça fait plus 6, moins racine de delta, racine de 4, ça fait 2, sur 2 fois a, donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 sur 4, ça fait 1. x2, c'est la même avec un plus devant la racine, donc ça fait 6 plus 2 sur 4, 6 de 8 par 4, on trouve 2. Alors là, on n'a pas exactement le signe, on a trouvé à quand notre numérateur vaut 0. Pour avoir le signe, il faut utiliser une dernière information, c'est la valeur du a. Ici, a il vaut 2. En second degré, soit ça fait un u, soit ça fait un n, graphiquement. On a trouvé qu'il y a 2 points d'intersection, 2 racines, donc avec l'axe horizontal. Donc on a ça. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'on fait un u, est-ce qu'on fait un n? Ici, a il est positif, donc on fait un u. Donc on peut dire, or, petit a égale 2, qui est positif. Ce qui veut dire qu'on est dans le premier cas, on fait un u, donc on va être positif avant la première racine et après la deuxième racine. Par contre, entre les deux racines, ici et ici, on est négatif. Donc on va être positif autour des racines et négatif entre les racines. C'est important de l'écrire quand même, ça justifie ce qu'on va mettre dans le tableau de variation, juste dans le tableau de signe juste derrière. Donc là on a le signe du numérateur. Pour le signe du dénominateur, ça va être beaucoup plus simple. Tout simplement parce que on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc si on prend un x qui est dans 0 plus l'infini, bah x il est positif, donc le dénominateur est positif. C'est positif, on peut dire, car x appartient à 0 plus l'infini. Maintenant qu'on a étudié le signe de tous les morceaux, ce qu'on va faire, c'est le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, sur la première ligne, on va mettre l'ensemble de dérivations. Donc c'est 0 plus l'infini. Et 0, on fait attention qu'il est exclu, donc on met une double barre. Ensuite, entre les deux, sur l'ensemble de dérivations, on peut mettre toutes les valeurs particulières qu'on a trouvées. Pour le x, le dénominateur, on n'a rien trouvé, il ne change jamais de signe. Par contre, pour le numérateur, on a trouvé 2. On a trouvé les deux racines, alors que je les ai effacées, on avait trouvé 1 et 2. Donc on va mettre le 1 et le 2. Et puis on va mettre tous nos morceaux. Donc on a étudié d'abord le numérateur qui valait 2x au carré moins 6x plus 4, et le dénominateur qui valait x. Alors pour le numérateur, on a dit c'est positif autour des racines et négatif entre les racines. Et puis comme c'est des racines, on met des zéros ici, parce que le 1 et le 2, on les a obtenus grâce au 2x au carré moins 6x plus 4. Donc c'est sur cette ligne qu'on met les zéros. Le x, on l'a dit, il est toujours positif. Et notre f' de x, qui était la division de l'un par l'autre, donc plus par plus ça fait plus, moins par plus ça fait moins, plus par plus ça fait plus. En dessous, on va pouvoir mettre la ligne f, parce que lorsque la dérivée est positive, on a une flèche qui monte, lorsque la dérivée est négative, on a une flèche qui descend. Donc là, on a les variations. Ça monte, ça descend, et ça monte. Et pour que le tableau soit parfaitement complet, ce qu'il faut mettre, c'est la valeur au début et à la fin de chaque flèche. Donc en 0, ici, c'est une limite. On l'a calculé tout à l'heure. On avait trouvé que la limite en 0, c'était moins l'infini. Donc là, on a moins l'infini. En plus l'infini, on avait trouvé que la limite, c'était plus infini. Donc là, on a plus infini. Et puis après, pour 1 et pour 2, là, on va calculer des images, parce qu'on peut remplacer directement x par 1 et par 2, ça pose pas de problème. Donc on va calculer f de 1, parce que là, en fait, cet endroit-là, ça correspond à la valeur de x égale 1, pour f de x, donc f de 1. f de 1, il vaut 1 au carré, donc 1, moins 6 fois 1, moins 6, plus 4 fois ln de 1. ln de 1, valeur à connaître, ça fait 0. 4 fois 0, ça fait 0. 1 moins 6, ça fait moins 5. Donc là, on a moins 5. Et l'autre en dessous, ça va être f de 2, qui nous fera donc 2 au carré 4, 6 fois 2, 12, donc moins 12, plus 4, ln de 2. Alors ln de 2, par contre, lui, je sais pas combien il vaut, donc on va regarder la calculette combien on trouve. Mais finalement, globalement, ça nous fait 4 moins 12, ça nous fait moins 8, plus 4, ln de 2. À la calculatrice, on trouve environ moins 5,23. Ce qui est cohérent parce qu'on était à moins 5, on descend, donc il faut que ce soit en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le tableau, on va garder la valeur exacte, donc moins 8 plus 4 ln de 2. Et donc on a le tableau de variation de la fonction f.
Ensuite, on nous demande de montrer que l'équation f de x égale 0, elle a une unique solution sur l'intervalle 4, 5. Alors l'intervalle, c'est toujours au niveau des x, donc c'est sur cette partie-là, entre 2 et plus l'infini, on va bosser là-dessus. Maintenant, comment justifier que f de x égale 0, elle a une unique solution là-dessus? Lorsqu'on cherche à montrer qu'il y a une unique solution, on doit tout de suite penser au théorème des valeurs intermédiaires, et même au corollaire des théorèmes des valeurs intermédiaires. Le corollaire du TVI, il nous dit, on a besoin de 3 conditions. Il nous dit qu'il faut que f, elle soit continue sur l'intervalle. On va le noter i, l'intervalle. Si elle n'est pas continue, on peut sauter une valeur. Je vous rappelle juste ce que ça veut dire. En gros, on part de là, on va jusqu'à là. Si on y va de manière continue, en gros, on va passer une seule fois par toutes les valeurs comprises entre les deux. Mais si on n'est pas continu, il se peut qu'on saute cette valeur-là, par exemple. Donc, il faut pas. Il faut que f soit continue. Il faut que f soit strictement monotone. Monotone, ça veut dire qu'elle monte tout le temps. Donc ici, on monte tout le temps, mais si jamais on avait pu redescendre, on aurait pu avoir plusieurs solutions. Donc il faut bien qu'elle soit monotone, qu'elle monte tout le temps ou qu'elle descende tout le temps. C'est la même chose dans l'autre sens, pour qu'on ait une seule solution. Et il faut forcément que la valeur qu'on cherche, ici le 0 en l'occurrence, soit compris entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Donc il faut que le 0 appartienne à la valeur de départ, f de 4, et la valeur d'arrivée, f de 5. Parce que sinon, si on va de 2 à 4, on va jamais passer par 5, par exemple. Voilà. Donc, il faut bien le vérifier. Ici, est-ce que f est continue sur l'intervalle 4, 5 ? Bah oui, f elle est continue sur 2 plus l'infini, puisque la flèche elle n'est pas coupée ici. On a une flèche qui monte tout le temps, il n'y a pas de problème. Donc elle est bien continue sur 2 plus l'infini, donc un morceau entre, c'est forcément continu. Donc ça marche. Est-ce que f, alors sur une copie, mettez pas i, mettez bien 4, 5. Est-ce qu'elle est monotone ? Bah oui. On est sur un intervalle de 2 à plus l'infini, elle monte tout le temps, donc si on prend une petite partie au milieu, elle va bien monter tout le temps. Donc elle est bien strictement croissante sur 4, 5. Maintenant, reste à savoir que vaut f de 4, que vaut f de 5, pour savoir si notre 0 il est bien entre les deux. Parce que sinon, on passera jamais par 0. f de 4, 4 au carré, ça fait 16, moins 6 fois 4, moins 24, plus 4 ln de 4, à voir combien ça vaut à la calculette, et f de 5, 5 au carré, ça fait 25, 5 fois 6, 30, donc moins 30, plus 4 fois ln de 5, même chose, on va voir la calculette à peu près combien ça fait. Finalement, à la calculatrice, on trouve que f de 4 vaut environ moins 2,45 et f de 5 vaut environ 1,44. Ce qui veut dire que notre 0, il est bien entre les deux. Donc là, c'est comme si on va de moins 2,45 à 1,44. Forcément, on va passer une fois par 0, et une unique fois, puisqu'on est continu, et qu'on est strictement croissant, donc on ne redescend plus. Donc d'après le corollaire, on peut le dire, d'après le corollaire du TVI, f de x égale 0 a une unique solution sur l'intervalle 4, 5. Voilà comment répondre à la question. Justifier qu'il y a une unique solution. Dès qu'on voit le unique solution, corollaire du TVI, on a ces 3 conditions à vérifier. Si elles sont vérifiées, alors on a une unique solution. Dans la 4e question, on nous donne f seconde de x, alors ils sont sympas parce qu'on aurait pu avoir à le calculer, mais on nous le donne 2x au carré moins 4 sur x au carré. Et dans la question, en fait, on nous demande d'étudier la convexité de la fonction f. La convexité d'une fonction dépend du signe de sa dérivée seconde. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est étudier le signe de f seconde. Pour étudier le signe d'une fraction, on étudie le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc on va faire le signe de 2x au carré moins 4. Là, on a un second degré. On n'a que du x au carré, donc en soi, on n'est pas juste passé par le delta. On pourrait faire différemment, résoudre une inéquation, juste ce truc-là positif, et regarder à quand ça l'est. Le problème, c'est que j'ai peur que vous oubliez une solution. Parce que si je vous dis x au carré égale 4, que vaut x ? Vous allez me répondre 2. Vous allez toujours oublier normalement x égale moins 2. On a toujours la positive et la négative. Parce que moins 2 au carré redonne 4 aussi. Et là, j'ai peur que vous en oubliez une des deux. Donc ce qu'on va faire, on va pas se casser la tête, on va faire le delta qui lui nous donnera bien les deux solutions. Delta, c'est b au carré, b il n'y en a pas, donc 0 au carré, moins 4 fois a qui vaut 2, c qui vaut moins 4. Ça fait donc 2 fois 4, 8, fois 4, ça fait 32. Donc là, on a 32. Autrement dit, on va avoir deux solutions, x1 qui vaut moins b, donc il n'y en a pas, moins racine de delta, sur 2 fois a, donc sur 4, et x2 qui vaut plus delta sur 2 fois a, donc sur 4. On a trouvé nos deux solutions. Pour les utiliser, il faut voir à quoi ressemble notre fonction. Ici, petit a, il est positif, il vaut 2. Ce qui veut dire qu'on est une forme de u. Donc, on va être positif avant la première racine
et positif après la deuxième racine. Donc on va être positif autour des racines. Et donc négatif entre les racines. Donc on a le signe du numérateur. Pour le signe du dénominateur, ça va être beaucoup plus simple, parce que le signe de x au carré, c'est plus. On peut préciser pourquoi, parce que pour tout x réel, x au carré est supérieur à 0, tout simplement. Maintenant qu'on a le signe de tous les morceaux, on peut faire un tableau de signes pour résumer le tout. Donc sur la première ligne, on se rappelle que notre fonction elle est 2 fois dérivable sur 0 plus l'infini. Donc l'ensemble de dérivations et l'ensemble de double dérivation, c'est 0 plus l'infini. Là on est sur la double dérivation comme on est sur f seconde. Donc on va de 0 à plus l'infini, le 0 est toujours exclu. Ensuite on met les valeurs qu'on a pu trouver. Moins racine de 32 sur 4, c'est négatif, donc il n'apparaîtra pas. Par contre, plus racine de 32 sur 4, on va le mettre au milieu. On peut d'ailleurs le simplifier parce que racine de 32, ça fait 16 fois 2. Donc on a racine de 16 fois 2 sur 4. Et racine de multiplication, c'est racine du premier fois racine du deuxième. Mais racine de 16, ça fait 4, donc on a 4 racines de 2 sur 4. Donc il nous reste que racine de 2 au final. Et racine de 2, ça fait à peu près 1,40 pour la petite information. Mais donc là, on va avoir racine de 2, une séparation. Alors, au numérateur, on a trouvé, on va mettre tous nos morceaux qu'on a étudiés, donc 2x au carré moins 4, et en dessous, on a x au carré. Le racine de 2, on l'a obtenu en fait en étudiant le 2x au carré moins 4, donc on met le 0 dessus. On a dit, entre les racines, c'est négatif, autour des racines, c'est positif. Donc après la deuxième racine, le racine de 2, c'est positif, et avant, c'est négatif. Et bien sûr, l'autre partie apparaît pas, puisque la première racine, on l'a pas mis, comme elle est dans la partie négative. Elle est avant le 0. X au carré, on a dit c'est plus partout, et donc notre f seconde, c'est la division de l'un par l'autre, moins divisé par plus, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Une fois qu'on a le signe de f seconde, on peut faire une ligne de f de x, parce qu'en fait, lorsque la dérivée seconde est négative, f va être concave, et lorsque la dérivée seconde va être positive, f va être convexe. Et bien on peut aller plus loin en disant que, ici, pour x égale racine de 2, on a un changement de convexité, on passe de concave à convexe, ce qui veut dire que c'est un point, on appelle ça un point d'inflexion. Dans la dernière question, on prend un point A qui a pour coordonnée racine de 2, f de racine de 2, un réel t strictement positif et différent de racine de 2, et un point M qui va se promener, qui a pour coordonnée t, f de t. Et on va devoir étudier la position du segment AM par rapport à la courbe de f. Alors, ça peut sembler très compliqué, mais en fait, on va se servir de ce qu'on a fait juste avant. Les questions, elles ont un sens. Juste avant, on a montré que la fonction est convexe, et concave, puis convexe. Ce qui veut dire qu'en fait, concave, ça veut dire qu'on fait un n, et convexe, qu'on fait un u. Notre fonction, elle est comme ça. On a le point d'inflexion ici, à racine de 2, on a trouvé. Maintenant, voyons ce qui se passe. On a un point A qui a pour coordonnée racine de 2, f de racine de 2. Donc c'est exactement ce point ici, pour abscisse racine de 2. Et comme c'est f de racine de 2, il appartient à notre fonction. Donc je le mets bien sur la fonction. Le point M se promène un peu partout. T, f de t. Comme c'est f de t, il est sur la fonction f. Son image est dessus. Lorsque t est plus petit que racine de 2, par exemple M va être ici. Et donc regardez ce qui se passe. À M, on peut le relier comme ça. Le point M, on peut le déplacer aussi, il peut être ici par exemple. Mais quoi qu'il arrive, on va être en dessous de la fonction. Tout simplement parce que, on peut dire sur l'intervalle, donc 0 jusqu'à racine de 2, on peut dire que le segment AM, c'est une corde. Une corde, c'est lorsqu'on relie deux points de la fonction, de la courbe. Donc là, on a bien une corde, hein. C'est entre celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là, etc. Peu importe. C'est une corde. Et, comme la fonction, elle est concave, en gros, ça veut dire est toujours située en dessous de ses tangentes, ou au-dessus de ses cordes. Ce qui veut dire que CF, elle est au-dessus de AM. C'est assez visible sur le dessin, mais voilà la justification. C'est une corde, comme la fonction est concave, le graphe de la fonction est au-dessus de la corde. Maintenant, l'autre côté. Donc on a toujours le point A qui est ici, mais le point M, cette fois, il se promène de l'autre côté. Par exemple ici. Regardez ce qui se passe. On relie deux points de la courbe, donc c'est à nouveau une corde. Mais la fonction est convexe. Convexe, ça veut dire au-dessus de ses tangentes. Si on trace les tangentes ici, elles sont là. On est bien toujours au-dessus des tangentes, par contre, elle est en dessous des cordes. Donc, de même, on peut dire sur l'intervalle, donc, racine de 2 plus l'infini, AM, c'est une corde, et comme F, elle est convexe,
ça veut dire que la courbe de f est en dessous de AM. Donc, même si la question vous paraît compliquée à premier abord, pensez à vous servir de ce que vous avez vu avant, parce que ça a un intérêt, c'est pas uniquement pour voir si vous savez faire, c'est qu'il y en aura besoin par la suite. Faites un dessin surtout. Une fois qu'on a fait le dessin, c'est évident, mais il faut penser à faire le dessin. Donc on fait bien un truc concave puis convexe, ce qu'on a trouvé au-dessus, on place notre racine de 2, et on place nos points. Le A, il est situé en racine de 2, donc il est là, le point M se balade un peu partout, et donc on voit, suivant les valeurs de T, comment est situé le segment AM par rapport à la courbe. On voit qu'il y a deux cas, avant le racine de 2, après le racine de 2, on fait la distinction des deux cas, et on explique que en fait c'est une corde, et que comme c'est concave ou convexe, on va être au-dessus ou en dessous de la corde. Terminé.